Réflexion socio-économique. 6. Macroscopie bi-économique. 2. Travail, activité, emploi, retraite. 1. Un double concept. Alors que débute à peine l'exploration de l'archipel des éléments macroéconomiques constitutifs des sociétés contemporaines, le concept de bi-économie se peaufine déjà, à la façon d'ingrédients temporairement réservés, mûrissant en saveur et texture pendant la préparation d'une recette gastronomique, au point de révéler une double nature qui justifie quelques précisions concernant les termes de partition et de répartition. En réalité, il faut sous-entendre par le terme de partition le seul principe de séparation étanche entre domaine public et domaine privé à tous les échelons de l'organisation sociétale, incluant aussi bien chaque citoyen adulte à titre individuel que l'ensemble de la société dont il fait partie, sur un plan pour ainsi dire vertical, tandis que la répartition fait référence au principe de subdivision de chacun des deux domaines concernés entre tous les citoyens, au sens universel du droit de vote par exemple, sur un plan dès lors horizontal. L'atomisation citoyenne de la répartition est de fait la condition sine qua non de l'égalité minimale et de la liberté individuelle auquel chaque citoyen a ici droit, en tant qu'expression concrète de toute démocratie intégrale digne de ce nom. La bi-économie apparaît donc comme un double principe, non seulement parce qu'elle dédouble la réalité sociétale en clarifiant ses contradictions objectives et historiques pour les rendre si utilement complémentaires, mais plus encore parce que son principe interne de répartition assure à tous les citoyens, d'une part l'égalité minimale impliquée par les mêmes droits et devoirs démocratiquement définis, concernant le seul domaine public, avec sa garantie citoyenne et tous ses services publics habituels, et d'autre part la permanence d'une égale liberté de participer ou non au secteur public ou privé, du moins au-delà de chaque partition interdomaniale individuelle et du minimum des droits et devoirs citoyens. La liberté ainsi dédoublée qui résulte de ce principe bi-économique s'exerce collectivement via les choix démocratiques du domaine public, autant qu'individuellement, grâce aux libres options professionnelles de chacun au sein des secteurs privés et ou publics. À la façon d'un relief ilien se détachant peu à peu d'une brume matinale et en tant que seul moyen équitable et définitif de résoudre l'équation de nos besoins sociétaux contradictoires, ce double concept se précise ainsi et permet de relire tout autrement l'exemple si souvent mentionné du fameux gâteau des richesses à partager, véritable image stéréotypée devenue une référence permanente dans notre inconscient collectif. De ce point de vue, l'histoire empirique, sur fond de mélange anarchique des comportements individuels et sociaux, aboutit toujours à terme à l'insécurité vitale d'une concurrence tout azimut, malgré les tentatives permanentes de rééquilibrage de gouvernements censés être soucieux de maintenir tant bien que mal une paix sociale impossible, pour des résultats très variables en fonction du contexte culturel, mais hélas constamment insuffisants à cet effet. Le résultat de cette improvisation, dans la confusion qu'impose toute approche monosystémique, quel que soit son centre de gravité, au sens de la partition bisphérique, revient à promouvoir la violence, la frustration et l'injustice en même temps que le gaspillage des ressources dans les proportions incontrôlables d'un puits sans fond, tandis que pour répondre aux revendications incompressibles des peuples exploités, les vrais maîtres du jeu et leurs serviles représentants politiques exigent un gâteau de croissance toujours plus gros pour n'en partager que quelques miettes par souci de charité, à défaut de justice. Et ce, alors même que ledit gâteau s'avère déjà honteusement surabondant concernant les pays les plus riches et autres économies émergentes. Pour reprendre cette traditionnelle image pâtissière d'un point de vue bi-économique, force est de constater que tout sera différent sitôt que les conditions politiques, socio-économiques et culturelles d'un progrès véritablement humain nous auront enfin libérés des réflexes primaires de notre animalité historique via la solution intelligente d'une paix juste et rigoureusement équilibrée grâce à la gestion délodiste et minutaire de notre réalité terrestre. Dans ces conditions, le gâteau sociétal de toutes les richesses produites et consommées sera peu ou prou partagé en deux moitiés relatives, permettant à chaque citoyen d'exister pleinement au sein de chacun des deux domaines concernés, sachant bien sûr qu'en fonction des préférences exprimées de façon démocratique
ainsi que des ressources humaines et naturelles disponibles, le domaine public pourra sensiblement évoluer en matière de contenu, tout en se rapprochant des 50% d'un équilibre bisphérique devenu interdomanial et citoyennisé grâce à sa répartition égalitaire semi-volumétrique. La véritable liberté d'entreprendre, exempte de toute forme d'insécurité ou inégalité vitale, pourra donc s'épanouir pour chacun des citoyens afin de donner corps à la constitution démocratique dans ses dimensions socio-économiques les plus quotidiennes, tandis que, désormais assuré de vivre décemment et de s'impliquer socialement par l'efficacité d'un partage minimal garanti sous contrôle local, et plus encore rendu maître de son propre destin individuel dans le cadre de son domaine privé, chacun aura droit à 2 parts de gâteau dont les saveurs et autres plaisirs gustatifs induits seront idéalement complémentaires, l'une de proportion fixe, car égalitaire, et l'autre individuellement très variable, car libérale par essence. Aucune autre solution que cette partition-répartition ne saurait assurer la paix civile à l'avenir, pour la simple raison que refuser le droit individuel et universel à un partage strictement égalitaire du domaine public, ainsi que le même droit d'entreprendre ou de s'associer en toute liberté en tant que membre autonome du domaine privé, ferait perdurer l'injustice de tous les abus de pouvoir imaginables sous une forme ou une autre d'esclavagisme déguisé ou de discrimination sociale, dont la violence objectivement illégitime porte atteinte aux droits de l'homme et du citoyen. Pire encore, vis-à-vis de la planète qui nous nourrit, la continuation de l'actuelle confusion monosystémique et de l'injustice qu'elle entraîne reste la source principale de tous les gaspillages socio-économiques autant qu'écologiques dont la crise planétaire actuelle est la déplorable expression, attestant l'incomplétude patente du seul calcul économique et financier qu'impose le profit déréglementé, ou surprofit. 2. La double nature du travail. Au cœur de l'activité humaine qu'implique la satisfaction de tout besoin grâce à la production du bien ou la prestation du service qui lui correspond, le travail revêt de nombreuses formes et appellations aux nuances parfois très subtiles, mais dont les différences apparentes ont surtout tendance à cacher l'universalité sous-jacente. On peut toutefois s'accorder sur le fait que tout travail implique un effort régulier, une dépense énergétique à la fois physique et mentale ou intellectuelle, donc le sacrifice d'un certain temps de vie appliqué à la production d'un objet concret ou non, lequel est soit directement utilisable par l'intéressé dans le cas d'un Robinson Crusoe, soit échangeable contre autre chose via une forme ou une autre d'argent ou de monnaie dans le cadre de toute société un tant soit peu développée, outre la solution intermédiaire, mais fort peu pratique du troc. À la différence de n'importe quel loisir, le travail, dans son acception contemporaine, implique une forme d'emploi plus ou moins stable et routinier au sein d'une économie caractérisée par l'interdépendance croissante de sa multitude de métiers et fonctions. La nature historique du travail au cours de l'évolution humaine est forcément contingente, en fonction non seulement des besoins et du niveau de développement culturel et technique de chaque communauté, mais aussi des contraintes géographiques et des ressources naturelles disponibles. Il est par ailleurs utile de rappeler que la valeur objective du travail est identique et universelle en tout temps et en tout lieu, quelle que soit la tâche effectuée par la personne concernée, malgré le miroir déformant des apparences sociétales et des niveaux de compétences qui peuvent différencier subjectivement les salaires ou revenus et aboutir à une hiérarchisation de valorisation sociale tout à fait compréhensible. Il n'en reste pas moins que la nature profonde et permanente du travail se résume à la création d'une valeur censément utile du point de vue social, par le biais d'une transformation des ressources naturelles offertes par notre environnement terrestre, impliquant au passage la responsabilité directe de l'humanité vis-à-vis de ce dernier. Notons aussi que le travail n'est pas seulement un effort soutenu induisant fatigue et sueur, puisqu'il est surtout la meilleure façon de s'accomplir au quotidien dans le cadre d'une vie sociale active, associant les individus en communauté de travail dès l'apparition des toutes premières sociétés tribales. De ce point de vue-là, le travail émancipe la personne concernée de sa propre solitude en lui conférant un rôle et une utilité commune, via sa participation concrète à l'amélioration collective des conditions de vie. Même plus ou moins imposée par l'injustice des inégalités vitales de tout développement historique improvisé,
Le travail est psychologiquement indispensable à l'équilibre optimal des humains. Tant il est profitable à chacun de se dépenser en lien avec ses semblables, ne serait-ce que pour donner un sens à la vie et exister socialement vis-à-vis des autres. Le drame humain est permanent de toutes les sociétés monosystémiques, précédant historiquement la solution biéconomique, tient à l'empoisonnement des relations sociales et à l'usage, par défaut, de la force et de l'injustice, dont la conséquence est de faire percevoir le travail comme une contrainte de plus en plus insupportable, une cruelle privation de vie et de liberté, sous l'emprise d'un abus de pouvoir cumulatif entraînant à terme les multiples déviances comportementales déjà décrites et leur cycle infernal de violence et de contre-violence. Or, pour peu que l'on prenne quelque hauteur en se détachant de l'empirisme historique guidé par la main secrète du marché et sa loi du plus fort digne d'une jungle inhumaine, il suffit d'observer les choses par le biais du macroscope biéconomique pour comprendre que la vraie nature du travail est intrinsèquement sociétale et universelle, tout autant qu'individuelle et sociale. Les deux premiers termes soulignent en effet le besoin, le droit vital et l'obligation pour chaque adulte de participer à minima au domaine public sur la base d'une stricte égalité minutaire traduite en valeurs historiques, tandis que les deux derniers réaffirment le droit pour chacun d'entre nous de s'impliquer ou non par le travail ou quelque autre activité librement choisie dans le domaine privé. De fait, la participation de chaque adulte aux objectifs du domaine public fait partie des droits et devoirs constitutionnels de tout citoyen, en tant que garantie minimale égalitaire et matérielle correspondant au droit de vote et de proposition en matière politique. Dès lors, il semble impératif que toute personne en âge de travailler accomplisse son devoir citoyen dans cette dimension socio-économique cruciale, sans aucun souci de lutte vitale, répondant ainsi à la nature sociale du travail tout autant qu'à la reconnaissance sociétale qui lui est aussitôt attachée, ne concrétisant au passage rien de moins que la justice et la paix. La solidarité, la fraternité et l'utilité commune, sous-entendue par la devise républicaine française et l'article 1er de la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen, correspondent à cette sphère sociétale publique de la partition biéconomique, tandis que par ailleurs, la répartition induite entre tous les citoyens concernés impose la participation minimale de chaque adulte, sous une forme ou sous une autre, et sur une base rigoureusement égalitaire, en équivalent minutaire, sachant qu'au sein de ce domaine public, la liberté se trouve dès lors garantie par la démocratie directe et locale la plus participative qui soit grâce à la constitution délodiste correspondante. S'agissant enfin de la sphère privée de la société biéconomique, le travail s'en trouve aussitôt libéré de la moindre angoisse vitale ou autre culpabilité éventuelle vis-à-vis d'autrui, tout en permettant à chacun de choisir et ainsi maîtriser son parcours personnel plus librement que jamais, selon le panachage jugé optimal entre le temps des êtres et l'argent des choses. La nature profonde du travail, au sens psychologique de réalisation de soi-même à travers un lien social épanouissant et apaisé, devient dès lors un idéal accessible à tous et techniquement contrôlable de la façon la plus simple qui soit grâce à la partition, la répartition et la gestion minutaire de toutes les valeurs objectives produites et échangées. Que l'on puisse imaginer une application factuelle de ce double principe en termes de participation physique individuelle ou quelque autre solution sous forme d'équivalent impôt ne saurait altérer en aucun cas l'intérêt sans précédent de la répartition biéconomique ici développée, dont la mise en œuvre aboutira tôt ou tard à une nouvelle compréhension du terme générique de travail, puisque les deux faces complémentaires de celui-ci permettront à chacun d'apprécier concrètement la double nature de nos relations socio-économiques, sans plus jamais en mélanger les finalités si contradictoires. La solution biéconomique garantira ainsi une nouvelle prise de conscience éco-citoyenne de la valeur du travail, lui conférant enfin ses deux sens complémentaires, quelle que soit l'activité concernée, dans le respect égalitaire et solidaire du travail social ou sociétal propre au domaine public, tandis que l'activité privée s'en trouvera pour la première fois libérée et accessible à tous, encourageant une créativité individuelle ou associée sans précédent. Enfin, la double nature du travail deviendra aussi plus clairement visible à l'échelon de chaque citoyen,
dans la mesure où la proportion d'activité publique de chacun correspondra aux besoins sécurisants de la routine professionnelle dans sa fonction nécessairement utilitaire, vitale et régulière, tandis que le domaine privé prendra plus que jamais son sens de carrière et d'expérience individuelle ou associée, avec toute la part d'incertitude, d'aventure et de libre initiative qui caractérise notre humanité toujours insatiable de nouveautés, l'essentiel étant que chaque citoyen ait une égale chance de se sécuriser et de s'aventurer sur toute la durée de sa vie d'adulte actif. Les appellations futures du travail dans l'une ou l'autre sphère pourront sans doute varier et se préciser au fil des pages à venir, mais mieux vaut s'en tenir pour le moment aux termes généraux d'activité publique et d'activité privée, tout en se laissant le droit de préciser ces formulations encore imparfaites, si nécessaire, sachant par ailleurs que l'activité minimale pourra être au maximum équivalente à un travail de service citoyen à mi-temps dans le secteur public, voire privé, au seul sens d'une prise en charge locale et communale, s'agissant des adultes socio-économiquement dépendants. Enfin, cette double nature du travail n'impliquera aucunement une double vie obligatoire, mais au contraire, le choix sans précédent de pouvoir s'activer librement sur la moitié de son existence et de gagner ainsi le luxe d'un panachage personnalisé toujours possible entre le temps et l'argent, à longueur de vie d'adulte. 3. Le droit-devoir de travailler. Puisque chaque citoyen pris individuellement constitue l'élément de base de la société dont il fait partie, tout autant que l'unité minimale à laquelle s'attachent les droits et devoirs politiques afférents, le travail en tant qu'activité publique doit être compris simultanément comme le privilège et l'obligation de toute citoyenneté économique minimale. De fait, le droit constitutionnel à l'obtention garantie d'un emploi fait partie des revendications permanentes des citoyens exclus et précaires de toute société monosystémique, a fortiori s'agissant du capitalisme néolibéral actuel, dont le volant de chômage si flexible et la concurrence exacerbée entre les travailleurs du monde entier maximisent le taux de surprofit en minimisant les salaires de base. Avoir la garantie d'un emploi stable est pourtant partout ressenti comme un droit fondamental, conditionnant de fait la dignité humaine la plus élémentaire, malgré l'incapacité flagrante du monosystème libéral à répondre efficacement à cette attente légitime. Cela dit, il est également vrai que dans le contexte de l'improvisation historique, la plus libérale qui soit, on ne saurait espérer une adéquation totale, spontanée et permanente permettant à tous les citoyens d'obtenir automatiquement un emploi correspondant à leurs souhaits, puisque, de fait, toute évolution dynamique implique des changements constants de besoins en matière de travail et d'emploi, suscitant de la sorte un fossé difficilement ajustable entre les offres et les demandes correspondantes, tout autant qu'une adéquation constamment imparfaite entre formation, diplôme et nécessités économiques des employeurs potentiels. Mais ce sont là les caractéristiques inhérentes du secteur privé, alors que, par définition, le côté public concerne des activités beaucoup plus pérennes et régulières dans la plupart des cas. Pour faire valoir ce droit-devoir, et contre toutes les incertitudes vitales jusqu'à présent attachées aux besoins ou à la recherche d'emploi, le principe bi-économique, via la garantie citoyenne inscrite dans la future constitution d'Élodiste, assurera localement un travail, une fonction et un revenu à tout citoyen inemployé ou inactif dans le secteur privé, dans les mêmes conditions d'utilité, de durée, de productivité et de revenus que dans la partie domaniale publique du secteur privé. On comprend dès lors à quel point la gestion bi-économique et minutaire sera essentielle pour définir ces droits et devoirs socio-économiques de façon efficace, avec pour résultat la dédramatisation totale des rapports sociaux les plus vitaux et la transparence absolue d'une organisation aussi locale que possible via une commune républicaine directement démocratique. Pour s'en tenir à ce même contexte, ajoutons que nombre de nos concitoyens ne travaillent pas, suite à un choix délibéré pour des raisons privées, comme c'est le cas lorsqu'un couple se contente plus ou moins librement d'un seul revenu, ou lorsque, dans une proportion hélas non négligeable, certains citoyens assistés perdent toute envie de retrouver le moindre emploi sous l'effet d'une démotivation chronique face à la moindre contrainte, encouragée par des allocations dépourvues de toute contrepartie. Enfin, au sommet d'une pyramide sociétale de plus en plus difforme,
Une infime minorité de citoyens préfère de loin faire travailler les autres grâce à l'accumulation de surprofits, en s'octroyant quelque emploi ou statut fictif et quasi héréditaire, tandis que par ailleurs, maintes trafiquants et autres hors-la-loi profitent de la déliquescence sociétale généralisée pour développer leur économie parallèle à travers les pires activités qui soient. Ces situations individuelles fort variables, que l'on peut parfois regrouper en catégories citoyennes, discriminées ou en gangs organisés, décrivent la réalité de toute société historiquement inachevée du point de vue sociétal, résultat direct d'une improvisation qui laisse perdurer une part de jungle et d'insécurité vitale au sein même des sociétés les plus avancées, induisant toutes les injustices si facilement observables en matière de relations à l'emploi et au travail. Or, même dans le cas d'un couple se contentant d'un seul salaire, le principe bi-économique et la justice d'Élodiste remettent en cause la vision habituelle des choses, du moins en partie, c'est-à-dire concernant la seule activité publique ou son équivalent en termes minutaires. En effet, dans l'absolu du principe bi-économique, toute personne qui ne travaillerait pas serait censée être remplacée par la double participation de son conjoint ou de n'importe quelle tierce personne, ce qui s'avérerait contraire au principe d'égalité et de répartition des responsabilités sociétales minimales correspondant à la citoyenneté socio-économique de chacun. L'activité publique ne peut être qu'individuellement assumée par chaque citoyen apte à travailler à cet effet, ce qui doit inclure toutes les classes d'âge adultes, y compris les retraités d'aujourd'hui et jusqu'à la quasi-totalité des personnes dites handicapées, sous condition de tous les aménagements nécessaires dans ces deux derniers cas. De fait, ce que l'on sous-entend par le droit à la dignité d'un emploi fait référence à la participation citoyenne, concrétisée par la future activité publique de chaque adulte, et le principe d'autonomie individuelle minimale suppose l'impossibilité de l'inactivité totale, au sens sociétal, du travail d'utilité publique. Certes, au premier abord, on peut être choqué d'imaginer une forme d'interdit, d'obligation ou de limite partielle dans la répartition des tâches professionnelles jusqu'au sein d'un couple. Mais le dit couple est déjà un embryon de société, et la dignité de chaque individualité concernée supposera à minima sa participation à l'objectif sociétal de l'activité publique universelle, en tant que preuve concrète de sa propre citoyenneté, puisque chaque personne un tant soit peu apte à participer au bien commun se définit par sa double nature, à l'instar de la société entière à travers l'équilibrage de ces deux domaines agrégés. De plus, il ne faut pas oublier que l'universalité du travail et de l'emploi public, que ce dernier soit assuré en secteur public ou privé, révolutionnera les conditions pratiques de la vie quotidienne en offrant à chacun un temps partiel propre à autoriser toute la souplesse nécessaire que suppose l'attention aux enfants éventuels d'un couple, tout comme le respect des contraintes scolaires ou la présence parentale si essentielle à l'épanouissement d'une vie familiale plus authentique que jamais. En effet, c'est l'absence totale de partition et de répartition bi-économique qui suscite des choix extrêmes ou forcés au sein d'une société mixte rendue totalitaire par le diktat systémique de la loi du marché. Et il ne fait aucun doute qu'adultes et parents apprécieront de pouvoir panacher et ajuster leur temps de travail respectif en fonction des besoins de chaque tranche de vie, pour le plus grand bien d'un mode de vie propre à inclure le temps au même titre que l'argent. Car le vrai totalitarisme, au sens socio-économique du terme, n'est autre que l'absence de tout choix ou panachage individuel, induite par la pesanteur et la confusion d'un monosystémisme naturel ou historique, quel que soit par ailleurs le contexte politique, plus ou moins dictatorial ou pseudo-démocratique. De même, s'agissant des retraités, et moyennant les aménagements et modalités nécessaires, la citoyenneté supposera de rester impliqué dans la vie active, vitale et locale de façon plus diverse et enrichissante que ce à quoi aboutit l'isolement individualiste actuel, ce qui sera en particulier possible via l'intégration communale des activités associatives. Dans un cadre intergénérationnel propice à l'entretien et au développement des capacités et compétences de chacun, jusqu'aux limites biologiques les plus naturelles de la vie. Cette vision à long terme n'empêchera pas les sociétés en cours de tempérisation de faire évoluer ces questions en une sorte de fondu enchaîné, nécessairement progressif et individualisé,
quitte à prévoir des équivalences contributives objectivement évaluées grâce à l'analyse minutaire, le cas échéant. Une fois révolus les préjugés et autres us et coutumes dictés par des siècles de monosystémisme, grâce à la pacification prochaine des relations socio-économiques vitales, chacun comprendra l'intérêt social de l'évidence selon laquelle l'individu ne saurait devenir citoyen qu'en assumant personnellement sa proportion de travail social ou public, ce qui reviendra peu ou prou à simplifier le labyrinthe actuel des impôts et taxes en faisant participer chaque adulte, même minimalement valide, à part égale vis-à-vis de ses concitoyens, sans aucune dérogation possible, autre que celle qui serait médicalement justifiée par quelque maladie, le grand âge ou le plus grave des handicaps, sachant que la gestion locale de ce droit-devoir minimal ira de pair avec l'adaptation des activités et des contraintes de rythme en fonction des âges et autres états de santé du public adulte, ainsi devenu universellement solidaire sur la moitié vitale de sa double existence. Cette conséquence cruciale du bi-économisme concrétise l'idéal d'un impôt universel et égalitaire en termes de minuté, correspondant strictement au minimum déterminé par la garantie citoyenne et le bien public, seule façon équitable d'assurer le vivre ensemble sociétal et pratique de toute démocratie digne de cette appellation. Sachant que la réorganisation subséquente de cette société économisera une proportion insoupçonnable de ressources humaines, de par l'implication de tous les citoyens adultes au lieu des 2/3, voire de la quasi-moitié comme c'est le cas de nos jours, et sans oublier la réduction spectaculaire des faux besoins palliatifs qui gangrènent le monde actuel. L'obligation constitutionnelle d'être actif à part équitable au sein du domaine public, dûment actualisée sur sa base minutaire, devrait seulement, et dans le pire du cas limite, impliquer d'y consacrer 2 journées et demie d'activité socialement utile par semaine, sur la base raisonnable d'une moyennisation annuelle incluant les habituelles périodes de congé, complétées par les aménagements locaux d'une démocratie communale enfin éco-participative. 4. Travail et vie active. Le véritable taux d'activité globale des pays les plus développés est en fait bien plus faible qu'il n'y paraît sur les tableaux statistiques, dans la mesure où les classes d'âge concernées devraient être élargies en deçà et au-delà de leurs limites actuelles pour inclure les adolescents et les retraités. En effet, on parle de vie active, d'actifs et d'inactifs, tout en subissant une évolution dont ni les décideurs économiques ni les gouvernements ne tiennent assez compte, faute de secouer l'inertie des habitudes et de remettre en cause des mentalités devenues obsolètes. Ainsi observe-t-on que les jeunes ont de plus en plus de mal à entrer dans la vie active, que les adolescents se démotivent vis-à-vis de leur collège ou lycée jusqu'au point de multiplier les sorties de route comportementales, que les diplômes et les spécialités se concurrencent sur un réseau de formation devenu un vaste marché de plus en plus lucratif et privé, et même que les qualifications et les études longues ne sont plus une garantie d'obtenir un emploi, ne serait-ce qu'en raison de l'évolution du marché entre la première année post-bac et la fin des études, le cas échéant. Pour ce public de jeunes citoyens, dont l'âge de majorité et de responsabilisation devrait être avancé d'au moins 2 années pour tenir pleinement compte de toutes les évolutions sociétales et culturelles, la garantie citoyenne d'un travail socialement utile dans le nouveau cadre du domaine public, et ce, quel que soit le secteur d'application, offrira l'occasion d'un bien-être incomparable à leur actuelle surdépendance, en même temps que l'avantage certain de mûrir en tant que citoyens plus autonomes vis-à-vis de leurs parents, sans compter les multiples bienfaits d'une expérience concrète en parallèle à quelque formation que ce soit, comme le démontre déjà la réussite patente des modalités d'éducation par apprentissage ou autre alternance des filières professionnelles. Par ailleurs, et comme en témoigne ouvertement la maturité physiologique et sexuelle du corps de tout adolescent dès l'âge de 15 ans, il n'est pas psychologiquement sain ni naturel pour un lycéen d'attendre aussi longtemps l'entrée progressive dans la vie active. Et cette dépendance anormalement prolongée, jointe au stress et à la monotonie qu'entraîne également une éducation sans application pratique, explique à coup sûr une bonne part du mal-être de trop nombreux lycéens et étudiants. Pour répondre à cette attente impatiente, bien que trop rarement formulée, la solution bi-économique offre la réponse la plus cohérente, en complétant ainsi la formation de chaque lycéen par son intégration officielle dans la communauté active, ce qui est tout à fait possible
pour peu que l'on réorganise l'enseignement et ses multiples programmes en fonction de cet impératif. Aussitôt, l'apprentissage en lycée prendra tout son sens aux yeux de l'intéressé. Grâce à la saine et fructueuse synergie de la théorie et de la pratique, ne serait-ce que psychologiquement, même en l'absence de tout rapport direct entre ces deux pôles indispensables, puisque chaque contexte d'expérience personnelle s'appréciera dès lors par contraste avec l'autre. À cela s'ajoutera la stimulante multiplication des contacts entre collègues de travail d'âge très différents, autrement plus profitables en termes relationnels que les habituels copinages monogénérationnels en cours ou en récréation, et plus encore, le bonheur de gagner déjà sa vie en apprenant par le labeur la vraie valeur des biens de consommation et en soulageant d'autant le budget familial, au point de pouvoir ultérieurement poursuivre ses études, le cas échéant. C'est sans doute la meilleure façon de résoudre le mal-être de tant d'adolescents et d'étudiants en panne de motivation, et le moyen idéal de leur mettre le pied à l'étrier dans les meilleures conditions de respect égalitaire. Par ailleurs, la réorganisation inévitable des études et des rythmes scolaires ou universitaires dans cette direction sera d'autant plus pertinente que, d'ores et déjà, pratiquement toutes les carrières supposent une formation continue aussi souple que fréquente. Et la cerise sur le gâteau de ces nouveaux progrès consacrera aussi la généralisation du respect du bien commun par la jeunesse, l'apaisement des relations intrafamiliales et la disparition du syndrome de l'immaturité à la Tanguy, outre la faillite des gangs de la drogue et des récupérateurs mal intentionnés du malaise des jeunes d'aujourd'hui, faute de futures proies à pigeonner. Concernant les carrières des actifs, la précarité associée à la plupart des emplois dépend directement ou non de l'implacable loi du marché mondialisé, dont la gestion à l'anglo-saxonne est hélas encore la règle d'or. Il en résulte pour beaucoup une incertitude stressante sur l'avenir professionnel, au gré des absorptions et autres restructurations, de la désindustrialisation et de la disparition de tant d'emplois face à la concurrence si déloyale des pays low-cost, voire à la néomécanisation d'une robotisation accrue. Autant dire que les périodes d'inactivité subie succèdent aux réorientations professionnelles obligées, pour un nombre croissant de travailleurs désemparés, avec pour résultats inhumains les drames familiaux et personnels que l'on sait. Pour les actifs du secteur privé actuel, la nature monosystémique de cet ultralibéralisme dicte une forme de totalitarisme économique, une logique du tout ou rien, le plus souvent sans aucune possibilité de panachage entre temps et argent via le moindre emploi partiel, et toujours sous l'effet de réflexes patronaux visant systématiquement la maximisation du surprofit par l'exploitation aussi complète que possible de chaque employé, quitte à compenser les moindres droits sociaux acquis par l'exacerbation de la productivité et l'accélération permanente de la cadence de travail, jusqu'aux limites du burn-out. Au vu des progrès techniques accomplis et de la surabondance apparente qui en résulte, cette obsession comptable profite surtout du déséquilibre des rapports sociaux engendré par l'inégalité appliquée à la nature vitale des enjeux les plus essentiels, ce qui équivaut, depuis le début de l'histoire humaine, à normaliser la violence via la loi, et ce, quel que soit le système politique concerné. Car, même dans le cas basique d'une démocratie délodiste apparente, les seuls droits politiques ne sauraient résoudre l'équation socio-économique correspondante de façon objective et techniquement définitive, sans partition ni répartition bi-économique et minutarisée. Concernant les carrières de plus en plus chaotiques des actifs de demain, cette clarification sans précédent des rapports sociaux permettra de supprimer tous les risques vitaux qui leur sont attachés et, par là même, de mieux équilibrer les rapports de force entre employeurs et employés, encourageant ainsi une autorégulation du secteur privé du même domaine sous l'effet de la saine concurrence du domaine public, et relativisant d'autant le besoin de plafond du côté du secteur privé. Ainsi, tous les rapports sociaux et bi-économiques s'en trouveront-ils définitivement assainis, tandis que les vraies conditions de la paix sociale seront enfin réunies, enracinées dans les comportements les plus quotidiens, afin de dompter le virus primaire du réflexe animal dérivant de la loi du plus fort, dans la seule proportion de ses excès. En effet, le plus fort ne sera plus celui qui triche, abuse et vole, au point de chasser du marché libre les employeurs les plus créatifs et les mieux intentionnés, puisque ces derniers pourront enfin s'épanouir dans leurs projets
en tirant vers le haut tous ceux qui choisiront aussi de s'associer à leurs prometteuses entreprises. Tandis qu'en parallèle, la part du domaine public de la néo-société rassurera leurs propres employés en les préservant de tout aléa vital. Quelles que soient les circonstances, par définition hélas imprévisibles, du marché libre et du secteur privé, le nouveau patronat pourra naviguer en toute clarté et en totale liberté sur l'étendue complète de la sphère privée, en sachant que sa participation au domaine public restera égale dans les proportions démocratiquement fixées par l'ensemble des néo-citoyens. Enfin, pour un patronat devenu socio-économiquement responsable, l'apaisement des relations sociales ne pourra qu'améliorer l'atmosphère de travail, la visibilité ou fiabilité d'une stabilité politique garantie par la justice, pour investir et innover avec la conscience libérée de tout risque d'abus de pouvoir illégitime. 5. Travail et retraite. Après la jeunesse, dont l'éducation lycéenne et supérieure doit être associée à une majorité légale, incluant une pleine participation aux droits et devoirs du domaine public et de la garantie citoyenne, puis la population adulte et active désormais systématiquement impliquée dans la concrétisation de cette priorité éco-citoyenne vitale et minimale. Force est de considérer, sous le nouvel éclairage du délodisme bi-économique, le cas de la population tendanciellement croissante des retraités devenus inactifs, du moins au sens statistique officiel. Historiquement, la retraite était une réponse à l'excès de fatigue engendré par le surtravail sous le double effet aggravant de l'âge et de l'exploitation éhontée de la santé humaine, particulièrement au pire moment de la révolution industrielle. La pension correspondante était attribuée aux travailleurs les plus âgés, devenus de fait physiquement incapables de poursuivre un trop dur labeur. Et force est ici de constater qu'aujourd'hui encore, la caractéristique des pays en pleine phase de décollage économique est de reproduire le même schéma industriel par trop inhumain, comme c'est le cas en Inde ou en Chine, pour ne prendre que ces deux exemples. Puis, peu à peu, au travers de conflits sociaux souvent violents, la retraite s'est imposée comme un droit, tandis que la fixation de son âge de départ correspondait peu ou prou à l'espérance de vie moyenne de la population concernée, ce qui, globalement, laissait assez peu de temps aux plus chanceux pour en profiter. Depuis cette époque déjà lointaine, et grâce à l'allongement pour le moins spectaculaire de l'espérance de vie moyenne, la retraite est devenue un paradis psychologique qui donne droit à une longue tranche de vie en relative bonne santé pour un nombre toujours croissant de citoyens, et ce, malgré de graves et injustes disparités de conditions et de durée entre les diverses catégories socio-professionnelles. De façon plus concrète et plus subtile à la fois, la retraite est certes ressentie comme un bonheur du fait qu'elle représente une totale liberté de temps personnel, mais elle peut en même temps être vécue comme une forme de rejet, voire d'exclusion de la vie active, sous l'effet du choc d'un changement de vie trop brutal et de la perte de repères concrets, de contacts humains et de contraintes stimulantes, avec à la clé le risque fréquent de l'ennui de ceux qui vivent cette étape comme un désœuvrement, tandis que le rétrécissement des relations qui en résulte peut induire un vieillissement prématuré, à la fois physique, mental et plus encore psychologique. Il va de soi que tout dépend de la carrière qui a précédé, puisque le contraste est flagrant entre les leaders ou cadres supérieurs qui font tout pour prolonger leurs activités à vie ou, à défaut, les remplacent par de nouvelles responsabilités, et les nombreux citoyens plus ou moins cassés par des tâches trop fatigantes et autres emplois harassants, dont le seul but est de cultiver leur jardin avec bonheur, entre deux bricolages de maisons et autres moments conviviaux avec parents ou amis. Entre ces deux extrémités typiques des sociétés monosystémiques, toutes les nuances sont possibles, et tendent à démontrer que l'âge idéal du départ en retraite et les conditions correspondantes gagneraient à être modulés par l'intéressé en fonction de ses propres préférences. Du point de vue du retraité, et selon la dualité fondamentale de toute chose, il apparaît donc que la retraite est un bienfait d'autant plus nécessaire que la vie active qui l'a précédée était rude, tout en reconnaissant aussi qu'il s'agit d'une réelle mise à l'écart de la société, toujours plus ou moins subie, du fait que c'est un changement total et brutal, à l'image de la situation d'actif ou d'inactif, aussi aléatoire que forcée au gré des aléas du marché de l'emploi privé,
bien qu'au sens précis des statistiques officielles, un demandeur d'emploi soit considéré comme un actif. Par ailleurs, du point de vue sociétal et macroéconomique, ce relatif privilège de l'âge induit un coût social croissant, directement dépendant de l'évolution démographique entre les diverses générations et bien sûr de l'activité économique, sans même compter la complexité des dizaines de régimes de retraite peu à peu mis en place au fil d'une histoire passablement improvisée. Le principe de la retraite ne saurait être remis en cause, du moins concernant le domaine privé qui devrait représenter la moitié du temps disponible, mais il suffit de s'imaginer à l'avance, dans le contexte d'une société délodiste et biéconomique, pour comprendre que l'actuelle situation n'est pas optimale. De fait, le tout ou rien imposé par une économie mixte et non double, spontanément dominée par le capitalisme, perturbe la perception des paramètres en jeu au point d'entretenir une incessante contradiction. Par exemple, le fait d'être si intensément exploité jusqu'au dernier jour de sa carrière sur un rythme devenu peu à peu insoutenable et dans une atmosphère de travail empoisonnée par le néo-management ne peut que faire souhaiter une retraite anticipée et totale, dont la soudaine vacuité de temps libre n'est pas évidente à encaisser. À l'inverse, de très nombreux travailleurs et employés se trouvent délaissés par la vie active et licenciés bien avant l'âge officiel de la retraite, ce qui suscite des frustrations contradictoires et des soucis de revenus bien compréhensibles. Ici encore, l'inertie des habitudes managériales et des réglementations légales qui en découlent bloque de fait toute évolution en douceur, toute adaptation à la moindre réalité nouvelle, telle que la simple possibilité d'obtenir un temps partiel dégressif avec l'âge, par exemple. À ce propos, il serait fort utile de pouvoir évaluer la proportion de salariés qui seraient prêts à continuer une forme de travail à temps partiel pendant quelques années librement choisies, soit dans le contexte de leur emploi habituel, soit en changeant de fonction pour une activité plus adéquate vis-à-vis de leur âge et de leurs capacités, lesquelles sont toujours aussi précieuses tout en changeant de nature, l'expérience et la motivation des seniors compensant très largement leur fatigue physique inéluctable avec le temps. Or, la règle du jeu, hélas imposée par l'actuel libéralisme monosystémique, interdit cette indispensable souplesse vis-à-vis de la valeur sociétale encore intacte de la plupart des retraités. En effet, l'absence totale d'utilité commune imposée du jour au lendemain aux nouveaux retraités, et plus encore le sentiment soudain d'un désintérêt général pour ses nombreuses potentialités, alors même que cette personne est encore pleinement valide, suscite le plus souvent une déprime inconsciente, une perte de repères et de dignité autant que de contacts humains, dont les effets pernicieux pèsent très lourd dans la dégradation de la santé des seniors inactifs, entraînant, à travers un vieillissement prématuré, toutes les maladies chroniques dont le coût social n'est que trop visible, sans même compter le gâchis humain qui en résulte pour l'intéressé comme pour la société. Force est de constater que les conditions de travail imposées tout au long de la plupart des carrières, tout comme l'abandon sociétal total subi lors du départ en retraite, sont autant de violences silencieuses qui relativisent grandement la soi-disant liberté acquise par nos aînés, au point que, paradoxalement, ceux qui se trouvent obligés de compléter de trop faibles pensions par un petit boulot ou une quelconque activité nouvelle se maintiennent longtemps plus épanouis et en meilleure santé que la plupart des autres, grâce aux bienfaits des contacts et de l'utilité sociale. Il faut en conclure que la retraite optimale suppose un minimum d'activité socialement utile, tout en garantissant un privilège bien mérité de temps libre et de souplesse organisationnelle. Il est dès lors facile de comprendre qu'une société bi-économiquement équilibrée doit continuer d'inclure tous les retraités ou seniors suffisamment valides au sein du domaine public, avec pour seule nuance la possibilité de choisir une activité adaptée, ainsi qu'un rythme horaire et saisonnier de plus en plus modulable au fil du temps. Les besoins de participation associative de nombreux retraités sont une preuve de plus de cette nécessité sociétale, à cette différence près qu'en participant au domaine public, les citoyens concernés y gagneront l'assurance d'un revenu minimal décent dans le cadre de la garantie citoyenne et le sentiment justifié d'une place et d'une valeur sociale toujours égales à celles des générations plus jeunes qui les suivent.
Il faut pour cela se placer résolument dans le contexte complet d'une société bi-économique quasiment centenaire, en considérant des carrières individuelles entièrement vécues dans ce cadre apaisé, afin de mieux savoir quel chemin suivre en la matière. Car il ne fait ici aucun doute qu'en pacifiant tous les rapports sociaux par l'assurance collective d'une existence décente, jointe à la liberté individuelle de choix au sein du domaine privé et complétée par l'équilibre écologiquement vertueux d'un vrai temps libre équitablement partagé, les futures générations ne seront plus ni physiquement ni moralement brisées par leur vie active, laquelle se prolongera dès lors jusqu'à l'âge le plus avancé, pour le plus grand bien d'une vie personnelle et sociale humainement riche, au point d'en repousser les limites par le seul biais du bonheur que procure un authentique bien-être individuel en société, sans plus aucun fossé indu entre les générations qui se relayent sur le chantier pyramidal. Dans une société devenue délodiste et bi-économique, désormais caractérisée entre autres par une alimentation assainie, des conditions de travail optimisées, et par-dessus le tout, la paix et la justice maximale garanties par le domaine public, la qualité d'un mode de vie basé sur la valeur d'un temps libre, constamment disponible, remplacera sans peine le niveau de vie surfait et les injustices symétriques qu'impose la seule priorité de l'argent roi, tandis qu'enfin, l'épanouissement de chaque individualité deviendra la meilleure garantie de longévité en aussi bonne santé que possible, non sans effet génétique tout aussi positif sur les générations à venir. Les retraités du domaine privé pourront poursuivre leur propre chemin de seniors tout en restant pleinement associés au fondement de leur véritable citoyenneté, dans le sens complet de sa dimension socio-économique. Il n'est aucun meilleur moyen de rester branché sur la vie, connecté aux autres et acteur de la grande aventure sociétale, sachant qu'il suffira d'adapter ce légitime besoin permanent d'existence active aux privilèges relatifs mérités par l'âge. Ainsi, à l'instar des abeilles, qui assument des rôles successifs différents au cours de leur vie, les retraités pourront augmenter les moyens humains du domaine public dans des proportions insoupçonnables, tandis que la qualité de leur participation, déjà reconnue chez tous ceux qui ont l'occasion de travailler, ne pourra qu'accroître et fertiliser une synergie intergénérationnelle profitable à tous. La majorité citoyenne pourra bien sûr faire évoluer les actuels systèmes de retraite par répartition ou par capitalisation concernant le domaine privé, mais les complications toujours associées à ces besoins seront grandement relativisées par l'effet d'une participation universelle au domaine public aussi prolongée que possible, garantissant à tous un minimum social décent, de façon plus efficace et motivante que toute autre solution imaginable. Cette prolongation d'activité naturellement dégressive au fil du temps sera d'autant plus logique que, le grand âge approchant, chaque senior actif, libéré du stress et des incertitudes qui prévalent encore, souhaitera simplifier sa vie en ayant naturellement tendance à réduire ses besoins de consommation, via l'influence d'une sagesse et d'une modération flagrante chez la plupart de nos aînés. Ce qui est le plus important à cet âge, c'est la possibilité aménagée de rester actif et donc utile aux autres aussi longtemps que possible, à l'inverse du drame de tant de maisons de retraite dont les pensionnaires vivotent et déclinent prématurément faute d'activité minimale et de contact avec les autres générations, en engraissant au passage quelques multinationales sans scrupules. Tout est une question de mesure et de progressivité en fonction des véritables besoins ressentis par la majorité des futurs citoyens au vu de l'expérience familiale de chacun. Mais il semble bien que, pour peu que l'existence s'améliore très sensiblement sous la forme d'un mode de vie enfin apaisé et d'un rythme quotidien rendu optimal entre le temps et l'argent, les générations à venir pourront certainement accroître leur espérance de vie en très bonne santé, dans des proportions qui paraissent encore irréalistes de nos jours. À l'opposé de cette heureuse évolution sur le très long terme, la situation actuelle montre une espérance de vie moyenne qui plafonne ou régresse sous l'effet statistique des inégalités sociales et des maladies chroniques qui en découlent, tandis que même les citoyens des pays les plus riches se trouvent condamnés à vivre et vieillir en dépendant de consommations médicales compensatoires dans des disproportions aberrantes et de façon anormalement prématurée. En ce sens, l'économie monosystémique ultralibérale tue chaque année des millions de citoyens
qui pourraient être autant de centenaires en herbe, hécatombes discrètes, réalisées via le silencieux crime contre l'humanité qu'implique de fait tout abus de pouvoir vital sur autrui, s'agissant pour le moins du droit légitime et universel à la garantie citoyenne. Cela participe des monstrueux gaspillages médicaux induits par l'injustice de tout monosystème actuel, malgré la relativisation toujours improvisée des économies mixtes, du fait même que ces dernières ne sont pas clairement dédoublées entre priorités publiques et privées. Aux antipodes de ces handicaps de santé généralisés et aggravés au fil de l'âge, au point de concerner plus de la moitié des adultes sexagénaires, le schéma de santé d'une vie d'élodiste, en contexte bi-économique, éloignera jusqu'aux dernières limites le besoin d'assistance médicale chronique ou intensive, en limitant d'abord la majeure partie des risques d'accident, offrant à la quasi-totalité des citoyens la dignité d'un départ final rapide en lieu et place de l'usure humiliante et de la décrépitude chronique qui enrichissent le marché privé de la santé, engrevant les budgets de son service public au moins 2, sinon 3 fois plus que nécessaire. Pour en revenir à la participation logique et si précieuse de tous les retraités valides aux enjeux sociétaux propres au domaine public, il faut ajouter que l'effet direct de l'implication de cette immense armée de réserve sera de réduire encore plus sensiblement le temps de travail nécessaire, autrement dit, l'impôt travail égalitaire que supposera la fameuse garantie citoyenne de ce domaine prioritaire dans toute société bi-économique. Si l'on ajoute la participation de ces millions de citoyens à celle des lycéens, ainsi qu'à celle des adultes déjà considérés en âge d'être actifs et dont une large proportion manque encore à l'appel de nos jours, il est certain que le volume de temps requis pour chaque citoyen pourra se réduire à l'équivalent de 2 jours et demi par semaine, voire 2 jours seulement, afin d'assurer un confort sécurisant et suffisant à tous les égards, défini par les choix politiques et sociétaux de la majorité citoyenne et toujours sur la seule base universelle du calcul minutaire. Une telle perspective est tout à fait envisageable, a fortiori si l'on tient également compte de la disparition rapide des faux besoins palliatifs qui représentent probablement entre le 5e et le quart des ressources sociétales actuelles, sans oublier maintes autres économies dérivant de l'amélioration qualitative des biens et services inclus dans la garantie citoyenne grâce au contrôle collectif assuré dans le cadre du domaine public, progrès qualitatif dont l'effet sur la durabilité des produits et le respect de l'environnement sera tout aussi déterminant. Ainsi peut-on constater que la prise en compte des catégories citoyennes et des classes d'âge vis-à-vis de leur relation au travail ou de la notion élargie d'activité sous l'éclairage révélateur de la bi-économie minutaire permet de construire une cohérence toute nouvelle de façon réaliste, en partant tout simplement des agrégats actuels d'une société pourtant désagrégée, et sans laisser de côté la réalité du vécu de la très grande majorité de nos concitoyens. Le moins que l'on puisse dire est que la clarification bi-économique, fondée sur l'universalité de la valeur minutaire et la sécurisation minimale, est sans doute déjà suffisante, de tous les parcours citoyens via les garanties du domaine public, seront les meilleurs outils pour faire face à l'évolution accélérée du progrès technique dans ses développements les plus aléatoires, tant il est vrai que, désormais, les carrières individuelles sont appelées à évoluer sans cesse, transformant le métier unique et plus ou moins monotone d'une vie en plusieurs tranches professionnelles au contexte de plus en plus variés. Pour une part, la mondialisation néolibérale est responsable de ces changements à travers la délocalisation du travail, et ce, malgré une amorce toute récente de tendances inverses, mais il est aussi vrai que les choses vont plus vite en matière de technologie et de besoins, obligeant les mentalités à s'ouvrir sur un avenir professionnel plus improvisé et finalement moins routinier qu'auparavant. De telles incertitudes sont insupportables du point de vue humain ou psychologique, tant qu'elles planent sur un marché monosystémique dirigé par l'unique intérêt du profit financier maximal, puisque dans un tel contexte, la loi du tout ou rien condamne toujours plus de citoyens à la précarité, antichambre de l'exclusion et prétexte à la surexploitation salariale la plus éhontée. Mais dès lors qu'on se trouvera en situation optimale d'équilibre bi-économique, la sécurisation matérielle et sociale généralisée par la participation citoyenne universelle au domaine public effacera aussitôt tous les risques de précarisation et d'incertitude vitale face à un avenir par définition inconnu,
tout en assurant à chacun d'entre nous la même liberté de participer aux aventures plus imprévisibles que jamais du secteur privé. Il en résultera, comme déjà précisé, un assainissement des mœurs socio-économiques jusqu'au sein même de ce secteur, où tout citoyen actif sera libre d'exercer un vrai choix, filtrant dès lors les seules initiatives positives et capables d'associer des êtres devenus enfin libres et responsables, sans plus jamais nuire aux droits vitaux de quiconque. Au moment de conclure ces multiples réflexions concernant les 3 périodes principales de la vie après le cocon de l'enfance, on peut voir se dessiner plus clairement une toute nouvelle société, dans laquelle l'implication du maximum de citoyens équilibrera de façon optimale l'activité de chacun, via une forme ou une autre d'équivalent de temps partiel démocratiquement établi comme plus ou moins proche des 50% du total des énergies ou richesses disponibles pour l'ensemble des 2 domaines sociétaux, en incluant ici la totalité des biens communs. Cela signifie qu'au lieu d'être à 100% inactif en tant qu'étudiant sans avoir le droit de conjuguer études et travail, puis 100% actif en tant que travailleur ou employé sans avoir le droit réel d'exister librement pour profiter en même temps des fruits de son travail ou choisir une autre activité, puis 100% inactif à nouveau et coupé du reste de la société au point de s'étioler malgré soi, faute d'activité et de statut social utile et garanti, les tempérants de l'avenir pourront profiter pleinement d'une sorte de double vie sociale durant tout leur parcours d'adulte, gagnant par l'intelligence d'un partage équitable et optimal, la liberté d'un choix permanent pour conjuguer sans crainte la sécurité et la variété de leur expérience socio-économique individuelle, et dans le respect garanti de l'égalité minimale que suppose la fraternité et la paix civile. Même s'il est encore trop tôt pour se figurer plus techniquement une telle société, l'essentiel à retenir à ce stade se résume à l'idée qu'une socio-économie dûment équilibrée pourra inclure activement un éventail de catégories d'âge nettement plus large que ce qui s'observe actuellement, de façon à la fois socialement fondée et individuellement volontaire, et ce, grâce à l'équilibrage égalitaire des droits et des devoirs universels concernant la garantie citoyenne et à la sécurisation définitive offerte à chacun en termes de confort ou de vie matérielle suffisante, de dignité sociale participative et par là même d'équité et d'apaisement. Ainsi, la sécurité physique des biens et des personnes, censée être le premier devoir de toute société, se trouvera-t-elle simultanément acquise et complétée par la tranquillité psychologique et philosophique de chaque être humain et le temps libéré, en apaisant comme il se doit le mode et la pulsation de la vie à venir, offrira à chacun l'équivalent socio-économique d'une semi-retraite ressentie sous forme de libre choix à n'importe quelle période de l'existence. 6. Initiative socio-économique et création d'emplois. Par principe constitutionnel, la République d'échelon communal se doit donc d'assurer à tout administré la garantie citoyenne du niveau de vie minimal ou socialement décent, rendu possible par l'ensemble des ressources nationales disponibles, moyennant l'attribution d'une activité ou d'un emploi local, sous forme d'un travail d'utilité publique, dès lors effectué si nécessaire dans le cadre du secteur public, à défaut du secteur privé, et ce, indépendamment des emplois concernant les fonctionnaires ou employés territoriaux habituels. Cela dit, qu'il s'agisse là de services citoyens minimal de secours ou de fonctions territoriales locales classiques, la future constitution d'élodiste supposera logiquement de conférer aux municipalités le pouvoir de créer d'une manière ou d'une autre tout emploi jugé localement nécessaire en fonction des priorités définies par la majorité citoyenne, y compris via une collaboration intercommunale, voire départementale le cas échéant, ainsi qu'en endossant le droit de concurrencer ou remplacer localement un secteur privé insuffisant ou absent pour des activités de production ou de services profitables par le biais des ateliers communaux ou départementaux, afin de multiplier et de diversifier les ressources financières locales, sans peser sur le budget annuel du fonctionnement administratif. Si le secteur privé ne s'interdit pas de produire et fournir des biens et services relevant de la garantie citoyenne, il n'y a aucune raison que l'État, les départements et surtout les communes se retiennent de rentabiliser, ou à minima d'équilibrer financièrement, les activités relevant du service citoyen. L'objection patronale habituellement émise à l'encontre du droit universel
à un emploi assurant à chaque citoyen adulte une vie décente minimale consiste à dire qu'on ne saurait décréter un emploi qui, par définition empirique de l'histoire libérale, dépend en grande partie du marché et des besoins correspondants à satisfaire. Or, le monosystème capitaliste, pour indispensable qu'il s'avère en tant qu'expression de la liberté, est dans l'incapacité chronique de garantir le plein emploi, et aboutit au double gaspillage d'une surproduction inutilement polluante associée à la précarité et à la pauvreté de très nombreux citoyens, tout particulièrement à travers l'exclusion totale que représente le chômage. Force est donc de constater que les besoins vitaux les plus légitimes ne sont ainsi jamais universellement satisfaits, y compris le besoin de sécurité matérielle et sociale que représente l'emploi en lui-même. Cette constatation démontre une fois de plus que, par la confusion des besoins individuels et sociétaux de notre double nature, et plus encore au travers de l'assujettissement du social à l'économique et du public au privé, chaque monosystème ne revêt en fait qu'une semi-légitimité, concernant uniquement ce que la partition bi-économique définit comme domaine privé, tandis que le rôle social de ce même libéralisme s'avère toujours injuste et inefficace à l'échelon national, via l'improvisation politique semi-démocratique qui lui correspond, et devient carrément inexistant à l'échelle mondiale de l'économie internationale. Dès lors, la garantie d'un emploi minimal, condition sine qua non de la moindre dignité humaine et de la décence d'un niveau de vie respectant les droits de l'homme et du citoyen, relève légitimement du pouvoir collectif via la démocratie majoritaire la plus directe qui soit, à une échelle communale, seule capable de s'ajuster au mieux aux besoins de la collectivité locale et de contrôler les choses en toute transparence réciproque. Puisque la sphère privée s'avère inapte à satisfaire la priorité sociétale d'une égalité minimale entre tous les citoyens, souvent même volontairement s'agissant du volant de chômage et de la concurrence vitale entre travailleurs, il est légitime que la communauté se réserve le droit de décréter l'emploi minimal de tous les exclus du marché libre, et encore plus logique que le manquement et l'injustice correspondant de l'hyperlibéralisme soient compensés par le prélèvement d'une partie des richesses du secteur privé au profit du domaine public, via l'impôt participation égalitaire et minutaire s'appliquant aux contribuables, que ces derniers soient des personnes physiques ou morales. En réalité, l'emploi se décrète depuis toujours, contrairement à ce que prétendent certains employeurs, lesquels signifient sans doute qu'à leur échelle, la décision d'employer ou non relève de leur liberté et ne saurait être imposée par quelque gouvernement, au risque de plomber la rentabilité et de fragiliser aussitôt leur entreprise face à ses concurrentes. Dans l'optique à si court terme du profit maximal, cela est parfaitement vrai du point de vue des employeurs, bien que les plus gros d'entre eux soient devenus de simples DRH dégraisseurs de personnel et exploiteurs néocolonialistes de travail low cost, pour le seul surprofit de quelques actionnaires insatiables. Il n'empêche que ces mêmes dirigeants décrètent bien librement qu'ils ont besoin ou non de tel ou tel collaborateur, de telle ou telle usine, au gré d'un marché que certains d'entre eux contrôlent de plus en plus par le biais de situations quasi monopolistiques de fait. De même, lorsqu'un petit patron dynamique et courageux obtient un prêt bancaire pour un projet largement au-dessus de ses moyens du moment, il décrète bien les emplois correspondants, très en avance sur la réalité du marché, tandis qu'à une plus grande échelle, il est bien connu qu'une politique d'emploi élargie, en entraînant maints salaires nouveaux, provoque une consommation augmentée, justifiant l'activité ainsi développée, réalité souhaitable dans la limite des contraintes écologiques et s'agissant de biens et de services dûment utiles. Enfin, dans le cas de n'importe quel citoyen qui se décide à lancer une activité personnelle ou artisanale, de façon solitaire ou en s'associant à autrui, l'auto-création d'emplois qui en résulte se trouve bel et bien décrétée par l'intéressé. Ces trois exemples d'échelle complémentaires montrent donc que l'emploi se décrète très souvent en avance sur la réalité qu'il suscite via le travail correspondant, ce qui constitue la base même de la moindre entreprise au sens libéral du terme, en tant qu'authentique acte de liberté et pari parfois risqué sur l'avenir. De plus, le propre de toutes les économies développées est de créer des emplois publics en grand nombre, via les politiques définies par les parlements et les gouvernants, bien que l'on sache ici, depuis le livre premier des Tempérants,
que ces options politiques sont toujours biaisées par l'absence de démocratie directe, la représentativité par trop insuffisante des élus, l'opacité d'instances surcentralisées trop éloignées des besoins du terrain et l'ingérence constante d'intérêts privés profitant de la porosité monosystémique entre les sphères publiques et privées. Les emplois créés par un État centralisé via des administrations trop souvent aveugles ou hors sol ont de quoi être critiqués à maints égards, de par la lenteur de la réactivité et la lourdeur oppressive de ces dernières, tant les protocoles déconnectés de tout bon sens traduisent l'irresponsabilité de nombre d'énarques et autres technocrates en plein conflit d'intérêts, permettant aux véritables pouvoirs économiques d'en profiter pour dicter leurs quatre volontés sur de juteux marchés publics. Contre ces risques structurels habituels, une gestion locale, tout à la fois communale et départementale, est assurée de faire beaucoup mieux pour ajuster les besoins d'emploi public aux réalités de chaque territoire, ce qui suppose, comme condition d'une autogestion locale maximisée dans l'intérêt direct de la majorité citoyenne, le droit constitutionnel pour les autorités territoriales de décréter et de créer des emplois concernant leur propre domaine public, même en lieu et place de l'État, emploi dont le financement correspondant fera l'objet d'un chapitre ultérieur. Sachant que tout citoyen doit être actif sur le domaine public, en secteur public ou privé, il sera du ressort des municipalités de recenser en continu les besoins d'emploi de leurs administrés et de proposer à chaque personne inactive et dès lors non déclarée par le domaine privé l'emploi citoyen minimal et suffisant auquel chacun a droit par l'effet constitutionnel de sa citoyenneté. Cela remplacera tout risque de chômage, en offrant une activité à mi-temps aussi digne et productive qu'un emploi autonome, non sans offrir l'opportunité de formation profitable pour les citoyens concernés, avec l'effet bénéfique de stimuler le marché privé à réévaluer enfin comme il se doit le niveau des rémunérations salariales. Ce droit à un emploi minimal et sécurisant, tel qu'assuré par la garantie citoyenne, constitue aussi un devoir de travail d'une intensité strictement égale à ce que le citoyen concerné pourrait assurer au sein du secteur privé, sur la seule base du total de minutés individuellement requis dans le cadre du domaine public, ce qui de fait remplacera très avantageusement la quasi-totalité des allocations palliatives jusqu'à présent octroyées sans aucune contrepartie, tout en simplifiant les tracas du labyrinthe administratif si caractéristique des monosystèmes hypercentralisés d'aujourd'hui. Enfin, il va de soi que la situation ici décrite ne devrait concerner que les citoyens adultes inemployés par le marché libéral du secteur privé et n'ayant pas les moyens de décoller socio-économiquement par eux-mêmes. Cela étant dit, l'image d'une semi-fonctionnalisation citoyenne n'est à comprendre qu'en tant que sécurisation vitale individualisée sur la base d'une égalité minutaire minimale et suffisante, sans aucunement chercher à subdiviser chaque vie active entre les deux domaines, public et privé, dont la séparation artificielle aboutirait à la situation impossible déjà décrite dans l'hypothèse d'une bi-économie horizontale d'abord envisagée, puis promptement dépassée. Il faudra donc aboutir tôt ou tard à une forme d'équivalence par calcul de répartition afin que tout citoyen adulte et actif dans l'un ou l'autre des deux secteurs en question jouisse des mêmes garanties vitales moyennant exactement la même proportion de droits et de devoirs afférents, ce qui constitue le challenge technique et final de l'ensemble des réflexions à venir. La seule observation utile pour l'heure est que la notion sociétale de domaine transcende déjà la réalité professionnelle de secteurs d'activité, en réunifiant ainsi la dualité entre public et privé, d'un point de vue analytique et théorique qui doit être exhaustif pour atteindre à l'universalité la plus objective qui soit. 7. Travail public et utilité commune. Dans le mental productiviste des dirigeants les plus assoiffés de profit, toute fonction d'exécution administrative ou tertiaire au sein de l'entreprise est jugée comme foncièrement improductive en valeur utile, assimilable à un coût humain qu'il faut réduire à son strict minimum indispensable, tandis que tous les services publics payés par l'impôt sont perçus comme un gaspillage intrinsèque à limiter à tout prix, via l'action si efficace, des lobbies sur les responsables politiques. Cette logique d'intérêt particulier appliquée à la collectivité n'a rien de surprenant dans une économie mixte où tout se mélange pour autoriser les pires excès de surexploitation salariale et commerciale
qui tentent encore de gommer les frontières de cohérence minimale pour le malheur planétaire que l'on sait. C'est de l'économisme comptable et financier pur et dur, dont hélas les peuples du monde font les frais, au travers d'une régression sociétale évidente à tout un chacun, avec son lot de violence et de divisions qui émiettent une pyramide commune en cours de démolition programmée. L'histoire montre pourtant que toute période apaisée et positive correspond systématiquement à l'équilibre jusqu'à présent trop précaire d'un partage minimal des richesses, partage qui se traduit à défaut de mieux par la satisfaction majoritaire des classes moyennes, tandis que simultanément les services publics utiles à tous croissent en importance, attestant l'existence même d'une société civilisée en lieu et place d'une jungle inhumaine. De fait, toute autre construction sociétale ne tient plus ou moins longtemps que sous forme de dictature à la fois économique et politique. Car le propre d'une évolution méritant le terme de progrès est de multiplier des besoins sociaux devenus unanimement nécessaires. Et ces derniers se caractérisent toujours par l'importance des services, et surtout des services publics, en contraste complémentaire vis-à-vis de la production des biens matériels, plus typique de l'économie privée. Par définition, les dits services ont un coût qu'il faut comprendre comme un investissement permanent, leur nature commune spécifique impliquant avant tout le temps humain nécessaire à leur fourniture, sur un rythme dont la productivité est forcément plus limitée que lorsqu'on peut multiplier sans fin des produits par l'intermédiaire de machines. Le matérialisme primaire des pragmatiques gestionnaires à l'anglo-saxonne gagnerait en fait à devenir une intelligence exhaustive incluant toutes les conséquences sociétales correspondantes, ce qui ne saurait être le cas que lorsque tous les citoyens se libéreront de la moindre dépendance vitale par la double recette de la démocratie directe et de la biéconomie minutaire. L'utilité commune de ces services publics est aussi évidente que celle des entreprises privées émaciées par le lean management, et il est symptomatique d'observer que les seules structures tertiaires dignes de mériter la vénération sans borne des grands dirigeants sont celles de la finance spéculative, des banques et autres assurances. Au contraire de cette fausse priorisation, si socialement inefficiente, les services publics des sociétés les plus avancées impliquent toujours l'homme, le contact humain et le temps indispensable à la prestation correspondante, sachant que pour l'essentiel, cette valeur biologiquement contrainte ne saurait changer en dépit des nouvelles utopies de l'homme augmenté, dont l'intelligence encore naturelle risque fort d'être plutôt diminuée par sa remplaçante artificielle. Les récents développements scientifiques sont certes prometteurs d'immenses progrès techniques, à la seule condition toutefois de faire d'abord évoluer la société tout entière pour éviter de gaspiller tant d'énergie humaine et fossile en rapiéçages impossibles, en violences sociétales sournoises et autres guerres ouvertes aussi sanglantes qu'inutiles. Les besoins sociaux, éducatifs, médicaux et culturels constituent un aboutissement post-industriel inévitable en termes de priorité, et les services publics correspondants sont les mieux placés pour en assurer la satisfaction de façon toujours plus humaine et désintéressée. Pour peu que tout soit géré au plus près du terrain local, sur la base d'une action libérée de la notion dans ce cas fictive de rentabilité, ladite action devant pour autant promouvoir de très sérieux efforts d'économie en termes de moyens matériels par juste souci écologique, sachant que dans le cadre biéconomique ici proposé, cette nécessaire frugalité sera très largement compensée par l'abondance assurée de présence humaine et de contacts interpersonnels, tandis que par ailleurs, de nombreux produits et matériels indispensables gagneront à être fabriqués par la collectivité en créant à nouveau des régies publiques afin de se libérer des actuels dérapages de marge et autres surprofits privés concernant les dépenses requises pour le bien commun. Là se situe le grave malentendu entre les décideurs publics issus du monosystème libéral et la masse des peuples qu'ils dirigent par le biais de la fausse démocratie électorale, au point que les premiers gèrent la collectivité de façon de plus en plus centralisée, sur le principe d'une méga-entreprise nationale dont ils vendent ou sous-traitent la meilleure part aux intérêts privés, tout en dépouillant les peuples et les provinces des services publics les plus indispensables. Contre ce dévoiement et cet abandon des principes élémentaires de toute politique sociale minimale, la révolte des gilets jaunes français et les innombrables aspirations de reprise en main locale de tous les aspects d'une nouvelle citoyenneté
sont autant de preuves de l'attente impatiente d'une société délodiste et bi-économique, sans laquelle aucune improvisation supplémentaire ne saurait résoudre l'ensemble des paramètres en jeu de façon durable et surtout pacifique. Les services publics créent autant de valeur que n'importe quelle autre activité et justifient les salaires et les dépenses qui en découlent, tandis que leur nature spécifique répond aux besoins caractéristiques de l'ère post-industrielle et post-croissance si redoutés par les tenants du profit strictement financier. Il est pourtant logique que dans une société devenue mature et globalement suréquipée du point de vue matériel, les nouveaux besoins impliquent de plus en plus de services concrets entre citoyens, pour le plus grand plaisir de satisfaire à l'instinct grégaire de notre humanité. Mais cela suppose un minimum d'égalité, de liberté et de temps pour chaque membre de la communauté républicaine. Or, il ne faut plus oublier que le temps humainement dépensé en travail est la mesure de toute valeur, ce que le capitalisme sait d'ailleurs très bien à sa façon, en exploitant à outrance les usines du monde que sont devenus les pays les plus peuplés tels que l'Inde ou la Chine. Qui plus est, comment pourrait-on remettre en cause l'utilité commune des services publics, alors même que celle des individus et des entreprises du privé est très logiquement centrée sur le seul intérêt particulier, que ce dernier soit individuel ou associé? En conclusion de ce copieux chapitre, force est de reconnaître que le travail humainement mesurable en minutés de valeur universelle et permanente est à la fois un droit et un devoir, dont le besoin quelque peu paradoxal exprime la dualité de la nature humaine. Les conditions pratiques du dit travail feront logiquement l'objet du prochain chapitre. Mais la nature individuelle et sociale de ce besoin irrépressible d'activité reconnue et utile, largement exploré dans les pages qui précèdent, fait déjà ressortir les principaux avantages de la partition et de la répartition bi-économique, lesquels impliqueront bientôt tous les citoyens d'une même république au travers d'une double réalité, pour une économie de moyens matériels et de ressources en opposition symétrique totale vis-à-vis des gaspillages actuellement déplorés jusqu'à l'échelon planétaire. En contrepartie, le temps disponible pour le travail, comme en dehors, deviendra plus abondant que jamais, du seul fait qu'il sera enfin équitablement partagé, en impliquant légitimement les nombreux inactifs d'aujourd'hui, pour traduire, dans la réalité vécue la plus quotidienne, le principe démocratique d'une égalité citoyenne minimale, doublée d'une liberté individuelle aussi responsable que vitalement inoffensive. Autant dire que ces deux premiers chapitres de macroscopie bi-économique laissent présager bien d'autres découvertes réflexives, sous la surface d'un océan déjà presque à moitié parcouru. Juin 2020.